À tous, est-ce que vous m'entendez? Vous voyez, bonjour. Ben, je suis très heureux de lire ce webinaire commun organisé avec le CEALIST, avec mon ami Jean-Noël Patillon, ici présent également. Jean-Noël, j'espère que vous avez tous passé un excellent mois d'août, qui n'est pas tout à fait fini d'ailleurs, un certain nombre d'entre nous. Semaine de retour important. On a eu, il y a quelques jours, la rencontre des entrepreneurs de France organisée par le MEDEF, groupe de Longchamp. D'entre nous se sont retrouvés. Je dois dire juste quelques mots en introduction de ce séminaire consacré à l'IA dans l'industrie manufacturière et en particulier au service de tests et d'expérimentation pour les PME, qui sont très importants, notamment avec AI Matters, ce programme européen. Je proposerais que les gens veuillent bien, de façon à ce qu'on puisse renvoyer la présentation après le webinaire, s'ils veulent bien le chat, inscrire l'adresse mail, parce qu'on n'a pas forcément toutes les adresses. Ça, on s'engage. Ça nous permet aussi de savoir identifier bien les participants. Donc, juste en introduction, avant de laisser la parole à Jean-Noël, vous dire qu'on se situe donc, dans le cadre de la filière Solutions Industrie du Futur. Et cette filière Solutions Industrie du Futur, c'est une filière qui rassemble énormément d'entreprises, comme Suisse, comme Schneider Electric, comme Vinci Industries, comme Dassault Systèmes et bien d'autres, mais aussi beaucoup de TI et des milliers de PME. Cette filière représente 100 milliards d'euros d'affaires, c'est-à-dire à peu près un quart de l'industrie française. C'est une filière transverse, totalement B2B, composée d'une filière verticale, que ce soit l'aéronautique, que ce soit l'automobile, l'industrie de la mer, etc. Bien, offre une solution bien équipée de machines alliant l'électronumérique, les logiciels, pour moderniser notre industrie, pour en faire une industrie du futur à la française. Alors, ça comprend bien sûr l'utilisation au maximum progressivement de l'intelligence artificielle. Donc notre objectif stratégique, c'est de renforcer les offres à valeur ajoutée françaises. Et pour ça, on a donc dans cette filière un certain nombre d'organisations membres. Slide suivante. On a une trentaine d'organisations membres, donc un écosystème très large, dont le CEALIST est un participant éminent, puisqu'il était dans les membres fondateurs de l'Alliance Industrie du Futur. Et il supporte très fortement tout le volet innovation technologique, mais dans nos 4 collèges, de nombreuses organisations industrielles comme Evolis, que vous connaissez sans doute, les machines, Numéum sur les logiciels, le Gimelec sur tout ce qui est électronumérique, bien d'autres, et aussi mais aussi des académiques importants comme le CNRS, l'IDRIA, et puis l'IMT, l'ENSAM, vous voyez, l'académie, des partenaires de financement comme BPI France, comme France Invest. C'est un écosystème très large que préside Frédéric Sanchez, notre président, qui a entraîné l'écosystème pour renforcer l'industrie du futur à la française. Alors, nous sommes intégrés dans le cadre du Conseil national de l'industrie, présidé par le Premier ministre, comme vous le savez, le nouveau Premier ministre ou le nouvel Premier ministre, et de droit, le Conseil national de l'industrie et notre organisation, on a une porte le comité stratégique. Un petit peu pour recadrer notre action. Plus précisément, on a signé un contrat stratégique de filière avec l'État, sur la slide suivante. Ce contrat stratégique de filière, c'est une sorte d'usine, un projet collectif pour avancer, pour faire marcher la filière de façon plus structurée et de façon plus collective, avec 4 axes de projets, avec 17 projets collectifs, dont un axe important qui est celui de l'innovation, dans lequel on se situe aujourd'hui. L'innovation avec un comité de recherche et d'innovation pour l'industrie du futur. Sur la slide suivante, dont vous voyez en quelques lignes sa composition, son fonctionnement. Et ce comité, il est largement animé par Jean-Noël, donc qui
travaille également avec un grand industriel, Émeric Renault, pour Schneider Electric, mais beaucoup d'autres participants, beaucoup d'autres collègues, puisque l'écosystème est très large. Et dans cet écosystème et dans ce comité de recherche et d'innovation, on a lancé un certain nombre de gros projets sur les technologies capacitaires, sur l'intelligence artificielle. Vous voyez surligné en bas à gauche, en vert, donc c'est Cédric Oliac, notre ami de CEA-List, qui pilote ce groupe, avec pilote, filière électrique, de l'intelligence artificielle dans le manufacturing. C'est une des technologies capacitantes clairement identifiées dans notre feuille de route. Jean-Noël avait bien travaillé avec ça en 2022. On a donc ce groupe projet dont je viens de parler qui est dédié à l'intelligence artificielle et la perspective d'ici la fin de l'année d'un grand événement sur l'IA et la data dans l'industrie avec présence ministérielle. Si d'ici là, bien sûr, on a un ministre de l'Industrie. C'est-à-dire qu'on l'aura maintenant dans les prochains jours. Puis, la filière pousse en particulier au-delà de l'offre en ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle, un grand plan de transformation des ETI et des PMI pour l'utilisation de la data et de l'IA. Donc, ce plan a été poussé auprès du SGPI qui s'est montré ouvert, auprès du directeur général de la DGE, Thomas Courbe, qui récemment nous a répondu avec un intérêt de principe, mais évidemment, tout ça est lié à la budgétisation, donc aux visibilités sur les budgets à venir de France 2030 en particulier, qui pour l'instant, on peut le comprendre, est encore restreinte. Alors, sur la slide suivante, on voit que l'État a déjà beaucoup fait un certain nombre de programmes sur l'intelligence artificielle. La slide suivante, s'il vous plaît. Notamment, alors elle a sauté, donc notamment à travers les appels à projets robotiques et machines intelligentes, mais également à travers d'autres appels à projets sur l'offre, et également pour pousser, pour faciliter l'accompagnement au changement et la transformation des entreprises via un programme qui s'appelle IA Booster, mais qui est encore assez limité, qui convient de booster effectivement sur l'intelligence artificielle dans l'industrie. Donc, pour soutenir ces efforts, l'État cherche des financements complémentaires en lien avec notre filière. Donc, notre groupe projet dont je vous parlais tout à l'heure est extrêmement bien perçu par l'État et les représentants de la DGE y contribuent, ainsi que des représentants de l'ADEME. Donc, on peut espérer, mais ça reste à confirmer, de nouveaux appels à projets France 2030 dans le sens de ce programme dans les prochains mois. Et puis, et c'est là qu'on en arrive en fait aux autres sources de financement européen. Donc, il y a en particulier le programme Testing and Experimentation Facility IA Matters pour l'industrie manufacturière. Ça, c'est une source de recettes pour soutenir publiquement ce type d'action. Donc, c'est le CEA-List qui pilote ce grand programme et j'ai le plaisir de laisser la parole donc à Jean-Noël qui va présenter tout ça avec les équipes du CEA-List. Je vous remercie pour votre attention. Je cède la parole à vous. Merci Jean-Marie. Donc, moi, je vais essayer d'être bref. Je vais juste rappeler qui est le CEA-List en quelques transparents. Et puis, on va laisser plutôt la parole justement sur la partie très technique pour expliquer des choses qui ont été mises dans le contrat de filière, que ce soit la plateforme Prism. Alors, je pense qu'on n'avait pas encore la TEF effectivement à cette époque-là, mais le DIH devait être aussi au cœur du contrat de filière. Donc, il y avait déjà un certain nombre des outils qui vont être présentés aujourd'hui qui sont dedans. Donc, d'abord, alors, je vais du plus large au plus petit. Donc, le CEA, en deux mots, en un, transparent. Donc, il a plusieurs missions, celles qui sont bien connues sur l'indépendance énergétique, la défense et la sécurité nationale, qui lui valent son EA, c'est-à-dire énergie atomique. Et puis, il a une autre mission sur la compétitivité de l'industrie,
avec évidemment l'objectif de faciliter le transfert de la recherche vers l'industrie. Et donc, le CEA est organisé en 4 directions opérationnelles. Une direction qui est plus sur la recherche fondamentale. Donc, par exemple, sur la recherche fondamentale, donc c'est le CEA qui pilote le grand projet ITER sur la fusion. Bon, et d'autres projets plus sur la santé aussi. Évidemment sur la sécurité défense, puisque c'est le CEA qui est en charge avec la direction des applications militaires de tout ce qui tourne autour de l'utilisation de l'atome pour la défense. Et puis évidemment le nucléaire civil et maintenant les nouvelles énergies, que ce soit l'ensemble des énergies décarbonées évidemment. Et donc la dernière organisation, c'est la recherche technologique avec 3 instituts. Donc, un institut sur les technologies pour l'énergie, un institut sur les micro-nanotechnologies, donc essentiellement sur la micro-nanoélectronique, qui est le LETI, qui est à Grenoble, et donc un institut qui est au-dessus du LETI, qui est donc sur les systèmes numériques intelligents, qui est le LIST dont on fait partie. Donc, bon, après, pour les chiffres, donc le CEA, c'est 21 000 personnes, un budget de 5 milliards, un grand nombre de partenaires industriels, mais je vais y revenir pour le LIST, plus de 650 brevets par an, ce qui fait que le CEA est toujours classé au niveau mondial parmi les 2-3 premiers industriels académiques en termes de nombre de brevets et donc d'innovation. Vas-y, transparent suivant. Donc, moi, je ne l'ai pas mis parce qu'il n'y a pas de son. Ah bon, mais il n'y avait pas de son tout à l'heure, ça ne marchait pas bien. Ok, donc j'ai remis ma caméra. Donc, le CEA LIST plus précisément, donc évidemment, tout est dans son nom finalement. On le redécouvre systématiquement, mais c'est quand même le cas, puisqu'évidemment, il s'agit du laboratoire d'intégration des systèmes et des technologies. Donc, ce qui veut dire qu'évidemment, le LIST développe des technologies avec une grosse maîtrise des briques de base. Donc, entre autres, Jean-Marie a parlé de l'intelligence artificielle, donc effectivement, avec une grosse maîtrise de toutes les technologies d'intelligence artificielle, mais d'autres, je vais y revenir. Et puis, ce qui caractérise aussi le LIST, c'est une intégration de ces technologies dans des systèmes, donc qui intègre évidemment une vision hardware-software ou software-hardware pour arriver à l'ingénierie logicielle sur des systèmes intelligents. Donc, vas-y, transparent suivant. C'est donc notre implantation. Donc, le CEA LIST, il est principalement sur le plateau de Saclay, dans des locaux qui sont à Nano-Innov, mais aussi dans d'autres locaux qui sont plus proches du centre de recherche du CEA, donc Digiteo, mais aussi une unité à Grenoble qui est en lien avec le CEA LETI, puisqu'effectivement, on prend les composants qui sont développés par le CEA LETI pour les intégrer dans des architectures de calcul. Et donc, cette partie-là se fait en partie à Grenoble et en partie à Saclay. Transparent suivant. Donc, les chiffres pour le CEA, c'est donc environ un peu plus entre 900 et 1000 personnes, dont alentours, alors là c'est 133, mais on est plutôt à 140 doctorants aujourd'hui, 11 plateformes technologiques. Il développe plus de 80 brevets par an avec un portefeuille de plus de 700 brevets. Il a aujourd'hui à son actif 162 licences. Il produit plus de 300 publications de rang A par an. Et donc après, ce qui le caractérise, évidemment, c'est par rapport à d'autres organismes de recherche, c'est son budget, son interaction avec les industriels, puisque donc, le budget du CEA LIST, c'est supérieur à 110 millions d'euros. Donc 80% de ces 110 millions viennent de ressources externes, c'est-à-dire la partie subventionnée du CEA LIST n'est que de 20%.
Et donc, pour ça, ces ressources externes, elles viennent en partie par des projets collaboratifs qui soient donc France 2030, qui soient européens. Et donc, la TEF est entre la France 2030 et les projets européens. Et puis, pour plus de 30 millions de recettes industrielles qui viennent donc de partenariats bilatéraux avec des industriels. Donc, on a plus de 200 partenaires industriels et on développe chaque année plus de 500 projets. Et donc aujourd'hui, le Cevalist a créé, depuis sa création en 2003, donc pratiquement 20 ans, plus de 28 startups. Transparent suivant, qui doit être mon dernier. Voilà, donc c'est en grosse maille les principaux domaines d'expertise du Cevalist. Alors, on est avant tout un institut du numérique et donc le premier domaine d'expertise, c'est l'ingénierie logicielle, bien sûr, avec des gros points forts sur tout ce qui est ingénierie dirigée par les modèles, que ce soit pour les logiciels ou pour les systèmes, avec une grosse plateforme qui s'appelle Papyrus. Mais aussi, notre autre point fort sont les méthodes formelles, qui est donc une méthode mathématique qui nous permet de valider les logiciels et qui aujourd'hui est utilisé aussi très profondément en cybersécurité, puisque contrairement à des méthodes statistiques, elle nous permet de développer des théorèmes qui permettent de prouver que les logiciels qui sont utilisés ont ou n'ont pas de failles de sécurité. Donc, on a une méthode qui permet de, de valider de façon formelle le fait qu'il n'y ait pas de faille de sécurité. Donc, ensuite, dans la partie numérique, on a effectivement une grosse activité en termes de simulation. Donc, je pense qu'on va y revenir, que ce soit en réalité virtuelle, réalité augmentée, simulation de type Monte Carlo, avec une spécificité sur tout ce qui va être test et contrôle non destructif, dans lequel on a une très grosse plateforme qui est sans doute parmi les plus grosses plateformes mondiales, qui s'appelle donc aujourd'hui, entre la simulation et l'ingénierie logicielle, par exemple, donc on développe, et ça fait partie d'un DGT de la filière, donc toutes les technologies du jumeau numérique, par exemple. Donc, intelligence des données, donc on l'a déjà dit, hein, aujourd'hui on travaille beaucoup évidemment sur tout ce qui est intelligence artificielle, alors plutôt distribué, embarqué, évidemment de confiance puisqu'on s'adresse à l'industrie, donc on est amené évidemment à fournir des outils d'intelligence artificielle qui soient sûrs et fiables pour pouvoir donner confiance effectivement dans son utilisation. Cybersécurité, donc ça va avec. Hein. Aujourd'hui, on a tout ce qui est validation de la sécurité des logiciels et tout ce qui est supervision des réseaux. Et donc, quand on met ensemble l'intelligence des données, la cybersécurité, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une très grosse activité aussi au niveau du cloud et donc en particulier des espaces de données hein, dans lesquels on travaille avec avec Schneider Electric et on anime dans le cadre de l'AIF donc un groupe de travail sur Manufacturing X qui consiste à développer des espaces de données pour l'industrie. Après, nous allons avoir de façon plus hardware, donc évidemment une grosse activité en robotique avec une spécificité sur la robotique collaborative et la manipulation dextre. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on développe principalement sont des cobots, et non pas des robots complets du genre humanoïde, mais des cobots qui peuvent travailler en collaboration avec des opérateurs. On a une grosse activité autour de l'instrumentation de la métrologie. Donc, on développe beaucoup de capteurs pour l'instrumentation, en particulier pour le contrôle. Et puis, on est effectivement, Cevalist, une référence en termes de rayonnement ionisant, que ce soit autour de la radiothérapie ou de l'imagerie.
Je l'ai mentionné puisqu'on est en lien et donc on fait le passage avec le CEA Leti, donc sur tout ce qui est calcul et système embarqué. Donc aujourd'hui, on développe des architectures de calcul, que ce soit pour le HPC, des accélérateurs IA. Donc nous sommes entre autres porteurs d'une activité qui s'appelle Deep Green, qui consiste à déployer pour l'industrie française un outil qui permet de créer des architectures de calcul pour l'intelligence artificielle. Et donc, on est dans la partie évidemment plutôt embarquée, donc basse consommation. Et puis, on travaille sur tout ce qui est interface humain-système avec une spécificité, c'est-à-dire aujourd'hui, on travaille peu sur la partie son, mais beaucoup sur la partie interaction haptique. Donc, tout ce qui est avec usage du toucher et tout ce qui va aller donc dans le sens de la fonctionnalisation des surfaces. Donc voilà à peu près en grosse maille en 2 minutes les spécificités du CEA List. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Clarisse qui va nous parler donc de la plateforme Prism qui avait été initiée dans le cadre du contrat de filière et qui est en train de se déployer actuellement. Clarisse. Oui, alors bonjour à tous. Alors j'essaie d'activer ma caméra, mais ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Donc je vais essayer tout en parlant. Donc je me présente très rapidement. Je suis Clarisse Poitvin et donc je travaille sur le développement des plateformes d'innovation au CEA List. Et donc c'est le sujet qu'on va vous présenter. Alors je vais commencer par vous présenter la plateforme Prism, qui est une plateforme de technologie pour l'industrie du futur. Alors, cette plateforme qui est donc mise en place par le LIST, c'est un lieu physique qui regroupe donc des équipements, un environnement logiciel et des capacités de calcul qui sont donc rendus accessibles pour pouvoir les tester, les expérimenter. Donc, ce sont des technologies qui sont à l'état de l'art, mais qui, en même temps, sont suffisamment matures pour pouvoir être mises en situation, expérimentées donc sur des cas d'application industrielle et dans des environnements représentatifs. Alors, cette plateforme, elle est située à Paris-Saclay, donc sur le site de NanoInnov du CEA List. Pour l'essentiel, on verra, il y a une capacité qui est à quelques pas du site de NanoInnov. Et puis donc le point important, c'est que cette plateforme, elle est ouverte, accessible aux entreprises, c'est-à-dire qu'on propose un accès suivant différentes modalités dont on va reparler, pour permettre aux entreprises industrielles de venir utiliser ces moyens accompagnés par le CEA et pour évaluer donc leur potentiel, leur intérêt dans des applications industrielles, alors soit pour des fournisseurs de technologie, hein, pour les intégrer dans leurs produits, leurs services et apporter donc de nouvelles capacités, soit pour des utilisateurs pour être en mesure de spécifier, de designer de nouvelles applications. Alors, on va passer au transparent suivant pour voir, rentrer un petit peu plus dans le détail de ces capacités technologiques. Donc, cette plateforme Prism, elle s'appuie sur 5 grandes capacités opérationnelles qu'on voit sur ce schéma. Alors, je vais commencer par le bas. On a donc la capacité robotique intelligente interactive qui propose donc des moyens que je vais développer un petit peu après, des moyens robotiques qui s'appuient donc sur l'IA et sur le jumeau numérique pour pouvoir proposer des solutions flexibles et facilement reconfigurables pour des besoins industriels. On a une capacité sur la fabrication additive, alors là, avec un volet numérique qui est assez important et qui vise à apporter des solutions pour améliorer la maîtrise des procédés de fabrication et leur robustesse. On a également donc une capacité qui s'appelle Twist, donc, sur la partie gauche du slide, qui est dédiée aux jumeaux numériques, donc qui propose un environnement pour la création de jumeaux numériques.
Donc sur la ligne du dessus, on a deux capacités logicielles. Donc la capacité IA Port Factory, là qui propose des outils et des capacités de calcul pour développer des applications et tester des applications d'IA donc dans l'usine, de façon générale. On peut en voir quelques exemples par la suite. Et la dernière, qui s'appelle Excess, donc sur des outils d'ingénierie logicielle, donc pour tout le support nécessaire à la conception, au développement et puis à la gestion des systèmes numériques. Et donc pour pouvoir opérer ces différentes capacités technologiques et puis aussi pouvoir les faire interagir entre elles, puisqu'on comprend assez facilement qu'elles vont avoir des liens très forts, eh bien, c'est une infrastructure numérique qui va permettre de gérer la donnée, remonter la donnée des équipements physiques pour traiter cette donnée au bon niveau, la stocker et pouvoir distribuer en fait tout cet environnement logiciel autour des capacités physiques. Alors, sur le slide suivant, on va pouvoir voir donc sur la partie matérielle de cette plateforme, comment on organise les choses. Donc, on développe, on met en place des lignes pilotes intégrées et qui sont donc des lieux où on va assembler un certain nombre de briques technologiques, donc des équipements matériels, des bras robots, des capteurs, des outils logiciels qui vont être assemblés pour pouvoir reproduire des fonctions, des macro-fonctions, on va dire, dans l'usine, comme par exemple des fonctions d'assemblage, de contrôle, de logistique. Et donc, ces lignes pilotes, ces équipements vont être le support à l'étude et à la mise en œuvre de cas d'usage industriels sur la plateforme. Alors, on a commencé à en mettre en place, on continue à les développer aujourd'hui et on s'appuie sur les besoins qui sont exprimés par les industriels pour orienter un peu les choix d'investissement et configurer ces lignes de sorte à répondre aux principales demandes. Alors, sur le slide suivant, on va voir une première capacité qui est aujourd'hui opérationnelle pour la fabrication additive, donc qui s'appelle Prisma. Donc cette ligne pilote, c'est une cellule robotique qu'on voit sur le schéma, donc qui est constituée de deux bras robots, deux bras 6-axes, d'un vireur 2-axes. Et donc cette cellule multi-axe est capable de porter plusieurs procédés de façon synchronisée pour la fabrication d'une part, et puis pour porter des systèmes de monitoring pour pouvoir vérifier pendant qu'on fabrique la pièce qu'elle est conforme à ce qu'on attend. Et ces robots peuvent aussi porter des effecteurs d'usinage pour pouvoir réaliser des opérations d'usinage et de parachèvement de la pièce. Et donc, pour optimiser le pilotage et la mise en œuvre de ces moyens, on met en place aussi une chaîne numérique qui contient des modèles physiques pour la simulation des procédés et aussi tout un environnement pour gérer la donnée, pouvoir la stocker et la traiter, et notamment développer des applications de traitement qui vont aller aussi toujours dans le sens de maîtriser le procédé et de pouvoir garantir à la fin de fabrication de la pièce qu'elle est conforme à ce qu'on attend. Donc ça, c'est un premier exemple, et cette plateforme, elle est aujourd'hui opérationnelle. Alors, deuxième exemple de ligne pilote qui est en place aujourd'hui, elle est dédiée plutôt aux fonctions d'assemblage, de désassemblage, de démontage de pièces. Donc, cette ligne-là, elle est constituée de robots, donc d'un bras robot, comme on voit sur l'illustration, qui est sur une base mobile, aussi de bras téléopérés, d'un ensemble de capteurs pour pouvoir percevoir un environnement qui est pas forcément connu a priori, donc des outils donc pour l'appréhension. Là, on voit sur l'illustration une technologie de préhenseur intelligent qui est le résultat d'un projet tout récent. Et puis un ensemble aussi de briques logicielles, d'IA, pour pouvoir développer un apprentissage de tâches, une programmation des tâches à réaliser, une optimisation du séquencement des tâches. Donc voilà, tous les outils qui vont être nécessaires pour pouvoir reproduire ces fonctions d'assemblage.
Donc voilà 2 exemples et on continue à mettre en place de nouvelles lignes pilotes. Alors, sur le slide suivant, voilà. Donc, ces lignes pilotes, elles nous servent de support pour pouvoir travailler sur des cas d'usage et montrer l'apport de ces technologies sur des cas d'usage spécifiques. Donc, ici, on a 4 exemples, simplement pour pouvoir se représenter un petit peu les problématiques qu'on souhaite adresser sur Prism. Le premier, donc, le désassemblage, le tri, où là, on va mettre en œuvre des technologies pour répondre à des besoins de traitement de pièces en fin de vie, de démontage, de récupération de composants, par exemple, répondre donc à des enjeux de recyclage ou de réparation. Sur l'assemblage agile, donc là, on va être sur des solutions qui soit vont permettre d'automatiser des tâches ou alors d'assister un opérateur dans les tâches manuelles. Et ça, pour apporter une amélioration, soit sur l'ergonomie d'un poste de travail, sur la sécurité du poste ou sur des questions de productivité. Sur la logistique, également un sujet. Bon, là, ça va être de travailler sur des solutions pour réceptionner des marchandises, les déplacer, les stocker, et dans un but de réduire les coûts et d'augmenter la flexibilité des solutions logistiques. Et puis dans le dernier exemple dont on a déjà un petit peu parlé, sur la fabrication additive, ça va être de pouvoir démontrer faisabilité de fabrication de pièces complexes, possiblement de grande dimension. Je ne l'ai pas mentionné, mais l'équipement qu'on a vu tout à l'heure permet de faire des pièces de grande dimension. Et là, d'utiliser les technologies qui sont proposées pour voir dans quelle mesure elles vont aider à mieux maîtriser les procédés et garantir la qualité des pièces. Donc voilà un petit peu des exemples de cas d'usage qu'on adresse sur la plateforme Prism. Alors, sur le slide suivant, alors là, on voit les capacités plutôt numériques qui accompagnent ces lignes pilotes. Alors, on a la capacité Twist qui est dédiée aux jumeaux numériques. Donc, elle propose un environnement de création de jumeaux numériques avec des modèles numériques, aussi une connectivité qui permet de connecter le jumeau numérique avec le système physique et donc de pouvoir interopérer le réel et le virtuel, puis des outils d'exploitation pour exploiter la donnée qui va être produite par le jumeau numérique. On a une capacité dédiée à l'IA, donc IA for Factory, qui propose, elle, des outils et des capacités de calcul pour développer et tester des applications basées sur l'intelligence artificielle pour le manufacturing, donc soit pour aider au pilotage d'équipements, soit pour optimiser les processus industriels. Et là, on voit que dans l'IA, les champs d'application peuvent être assez larges. Et puis la dernière, donc Access sur l'ingénierie logicielle, où là, on va apporter tous les outils qui vont aider à la conception et au développement et à la gestion des systèmes numériques. Donc, soit les fonctions numériques qui sont intégrées dans les équipements, soit sur des systèmes eux-mêmes qui peuvent être la ligne de production, l'usine ou un ensemble de sites qu'on va vouloir interconnecter. Donc, voilà un peu pour les capacités numériques. Pardon, il y a une question. Je continue, je pense que c'était pas... oui, moi j'ai prévu d'être ça, mais si tu veux annuler, tu n'as pas de problème. Hein. Il y a quelqu'un qui n'a pas... Voilà, c'est fait. Alors, le slide suivant présente donc l'infrastructure numérique qui permet d'opérer en fait l'ensemble de ces capacités technologiques, qui va permettre donc de gérer la donnée qui va être produite au niveau des équipements, des cellules robotiques, des lignes pilotes, et de pouvoir remonter cette donnée au bon niveau pour pouvoir la traiter. Donc soit en proximité des équipements, soit sur des capacités de calcul qui vont être décentralisées quand le traitement qu'on veut faire requiert des capacités, des ressources plus importantes. Donc cette infrastructure numérique, c'est des capacités pour l'IoT et c'est aussi un cluster de calcul donc, qui est localisé au TGCC, donc proche de Bruyères-le-Châtel. Donc, c'est un cluster de calcul qui apporte des capacités importantes. C'est 8 pétaflops, donc avec des nœuds de calcul, des GPU qui vont être bien adaptés à des apprentissages sur des gros modèles et
les ressources vont être donc adaptées à certains usages qu'on va souhaiter faire sur l'intelligence artificielle. Donc voilà un petit peu l'ensemble de ce que propose la plateforme. Sur le slide suivant, c'est donc pour vous dire quelques mots sur les possibilités d'accès. Donc je vous disais en introduction que cette plateforme est ouverte aux entreprises. Donc l'objectif est effectivement de pouvoir utiliser ces moyens et ces technologies pour les tester sur des cas d'usage. Ça peut se faire à travers différentes modalités. La première sont les services de la TF AI Matters qu'on va développer dans la suite de la présentation. Mais sachez qu'il y a aussi d'autres possibilités d'accéder à cette plateforme à travers des projets de R&D qui peuvent être menés en consortium, donc à travers des clubs affiliés, par exemple, comme c'est le cas avec le Factory Lab, qui rassemble un certain nombre d'acteurs dans le domaine de l'industrie du futur. Ou alors, pour une entreprise qui a un besoin très spécifique, ce besoin peut aussi être traité dans le cadre d'un projet en bilatéral avec le CEA. Et le dernier mode, le mode 4, qui sont des projets de R&D collaborative, et avec par exemple un projet qui est en cours de montage, dans lesquels des grands groupes industriels souhaitent développer des cas d'usage autour de ces technologies. Voilà, donc c'était le dernier transparent de la partie 2 sur la présentation de la plateforme Prism. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder la troisième partie, dont le but est de vous présenter des dispositifs qui ont été mis en place et qui, là, en l'occurrence, sont coordonnés par le CEA List et qui sont là pour aider les entreprises, et tout particulièrement les PME, à accéder à ces technologies. Et donc, c'est ça que je vais vous présenter maintenant. Alors, sur le slide suivant, là, il s'agit des deux dispositifs qu'on va vous présenter. Alors, le premier, c'est le DIH Paris-Saclay, qui est donc une initiative de pôle d'innovation qui a été lancée par l'Union européenne et qui a pour objectif de faciliter la numérisation des entreprises. Donc ça, c'est un premier dispositif. Le second, qui s'appelle AI Matters, donc, qui est le projet de TEF pour le manufacturing, donc, que je vais également vous présenter plus en détail, et qui est un autre dispositif pour aider les entreprises, notamment les PME, à accéder à des équipements. Donc là, typiquement, la plateforme Prism pour expérimenter des technologies numériques. Donc voilà, je vais commencer donc par quelques slides pour vous présenter le DIH Paris-Saclay. Donc les EDIH sont des pôles qui ont été mis en place au niveau européen. Donc on en compte un peu plus de 200, je crois, au niveau européen, une quinzaine en France, et qui sont portés par les régions. Donc le DIH Paris-Saclay est cofinancé, comme vous avez pu le voir juste auparavant, par la région Île-de-France. Alors, les objectifs de ce projet, c'est de pouvoir accompagner les PME sur un ensemble de questions relatives à la numérisation des entreprises. Donc, cet accompagnement, peut se faire de différentes manières, donc soit par un diagnostic avec les entreprises pour identifier leurs besoins et essayer de voir quelles sont les technologies numériques qui peuvent répondre à ce besoin. Donc, ce projet, le DIH, va aider ensuite les entreprises à mieux comprendre ces technologies, ce qu'elles peuvent apporter, comment elles fonctionnent, et donc tout ça pour contribuer à augmenter en fait les capacités d'innovation des PME. Alors, un des points importants, c'est que le DIH va aider les entreprises à aller chercher ou identifier les financements dont elles ont besoin pour pouvoir investir et développer les technologies qu'elles auront identifiées. Et le DIH peut permettre aussi d'aider les PME à identifier d'autres EDIH qui répondront mieux à leurs besoins ou qui correspondront en fait à leur région d'implantation, puisque le DIH Paris-Saclay va en priorité concerner plutôt les entreprises en Île-de-France. Mais pas uniquement, je reviendrai sur ce point. Alors, sur le slide suivant, on voit les domaines d'application de l'EDIH qui sont donc assez larges sur la partie numérique, qui adresse donc l'intelligence artificielle,
la cybersécurité et le calcul haute performance. Alors, sur le slide suivant, donc là, c'est donc à qui s'adresse ce projet. Donc, on a vu que c'était cofinancé par l'Europe et la région d'Île-de-France. Donc, il adresse les PME industrielles. Alors, pour celles qui sont localisées en Île-de-France, l'EDIH va proposer des services qui seront gratuits pour les régions d'Île-de-France et qui sont aussi accessibles pour des PME qui ne sont pas en Île-de-France, mais dans des conditions qui vont être un petit peu différentes par rapport à celles implantées en Île-de-France. Alors, les partenaires de l'EDIH, ils sont présentés ici sur le slide, donc c'est coordonné par le CEA-List, et donc les partenaires, c'est l'Université Paris-Saclay, donc la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, l'Institut Mines Télécom, l'INRIA, le pôle de compétitivité systématique et l'IRT Systemix. Et l'ensemble de ces partenaires va contribuer à l'offre de services de l'EDIH. Alors, cette offre de services, elle est résumée ici. Alors, c'est très succinct. Vous aurez les contacts pour pouvoir avoir plus d'informations si vous êtes intéressé. Mais donc, de façon synthétique ici, les services qui sont proposés par le DIH sont des services d'accompagnement sur des besoins de formation, donc des formations qui peuvent être individuelles ou collectives sur les technologies numériques, et ça peut être aussi donc, des formations qui vont être ciblées sur un besoin spécifique pour permettre à l'entreprise qui est demandeuse d'acquérir les connaissances dont elle a besoin pour aller plus loin. Ça va aussi être, alors, pour ce qui concerne l'expérimentation, avoir accès à un panorama des technologies possibles, d'avoir accès, par exemple, à des preuves de concept sur ces technologies, et savoir aussi par quels moyens il est possible de tester, d'expérimenter des technologies. Donc là, typiquement, le DIH peut permettre d'orienter une entreprise dont le besoin aura été identifié vers la TEF, dont on va parler après, qui permettra d'aller plus loin dans l'évaluation de la technologie. Donc le DIH propose aussi de mettre en relation l'entreprise avec des partenaires, avec des fournisseurs, donc avec tout un écosystème qui va être utile par rapport à son projet d'innovation, et puis va proposer un accompagnement sur la question du financement en proposant donc un panorama sur les différentes possibilités d'aide ou les guichets auxquels la PME peut s'adresser pour trouver les financements qui vont lui permettre de développer sa solution. Donc voilà pour le DIH Paris-Saclay. Alors, je vais ensuite maintenant vous parler de la TEF AI Matters. Donc les TEF, c'est une autre initiative de l'Union européenne dans le cadre du programme Digital Europe. Alors peut-être on peut passer sur le slide suivant. Et donc ces TEF, l'objectif de l'Europe, c'est de pouvoir développer des capacités de tests et d'expérimentation pour que les entreprises puissent venir tester ces technologies, comprendre comment ça fonctionne et pouvoir identifier le potentiel que ces technologies représentent par rapport à leurs besoins. Donc, ce projet-là, il vise donc à accélérer la transition numérique pour l'industrie manufacturière. Alors, on a vu le DIH tout à l'heure couvre globalement tout ce qui touche à la numérisation des entreprises. Ici, la TEF, les TEF sont sectorielles. AI Matters, c'est la TEF qui est dédiée au manufacturing. Donc là, son champ d'application est manufacturing. Et donc, les résultats attendus de ce projet, ça va être de pouvoir donner un accès au plus grand nombre d'entreprises possible pour tester des solutions, là en l'occurrence sur la plateforme Prism pour la partie française, et aider ces entreprises à prendre des décisions d'investissement et de déploiement, d'exploitation des technologies numériques et en particulier autour de l'IA. Alors, sur le slide suivant, on voit le réseau. Donc, l'objectif du projet, AI Matters, c'est de constituer un réseau de plateformes au niveau européen qui vont proposer ces capacités de test et d'expérimentation. Donc, vous voyez les partenaires, il y en a 25 au total, qui contribuent au développement de
8 plateformes donc, qui sont situées qu'on appelle des nœuds, qui sont situés donc, dans 8 pays européens, que vous voyez ici sur le schéma. Et donc là, pour la partie française, la plateforme, c'est Prism que je vous ai présenté précédemment. Donc, comment accéder à ces moyens? Eh bien, en fait, pour une entreprise en France, c'est de s'adresser au nœud français qui va pouvoir vous accompagner à travers son offre de services. Et si le nœud français ne répond pas directement à un besoin, il est aussi possible d'être mis en contact avec les autres nœuds qui peuvent avoir sur certains sujets des offres complémentaires. L'intérêt, c'est que sur la partie française, les PME vont pouvoir bénéficier d'une aide à la fois européenne et nationale pour faire en sorte que les coûts d'accès à ces services soient le plus léger possible pour les PME. Alors, donc, sur le slide suivant, ben là, on voit donc les objectifs principaux du projet. Hein, c'est donc de construire ce réseau d'infrastructures de tests et d'expérimentation, de solutions basées sur l'intelligence artificielle. C'est vraiment ce qui est au cœur de l'offre de services, c'est toutes les applications qu'on peut décliner à partir de l'intelligence artificielle. Et donc, cet accès à ces infrastructures se fait au travers d'une offre de services. Donc, chaque nœud du réseau propose une offre de services pour les entreprises et donc pour avoir un accès à ces technologies. Et donc, il y a cette question importante du financement où le projet a une part de budget qui aide à cofinancer les services. Voilà. Donc, les domaines d'application, ils sont, il y a 4 domaines principaux. Donc le premier concerne tout ce qui est interaction homme-robot, avec un ensemble de technologies qui vont contribuer à rendre la collaboration homme-robot plus efficace, plus sûre. Alors, on a un deuxième domaine qui touche à l'optimisation dans l'usine. Donc là, c'est toutes les technologies qui vont pouvoir aider à l'optimisation des processus dans l'usine. Voilà, on verra des exemples dans la suite de la présentation. Sur l'économie circulaire, donc là, on va surtout adresser des besoins liés à la réduction des déchets, à la conception de produits durables, à améliorer donc, la durabilité des processus de production. Et puis, on a un quatrième domaine qui regroupe toutes les technologies émergentes et qui vont apporter une amélioration sur la chaîne de valeur globalement. Et donc, on verra des exemples tout à l'heure qui vous permettront de comprendre peut-être plus précisément ce qu'il y a derrière ces différents domaines. Alors, à qui s'adresse le projet? Eh bien, à toutes les entreprises, qu'elles soient grands groupes, ETI ou PME, fournisseurs de technologies ou utilisateurs. Et donc, l'intérêt aussi de ce dispositif, c'est de mettre en contact ces différentes entreprises intéressées pour que clients, utilisateurs et fournisseurs de technologies puissent aussi se rencontrer et peut-être croiser des besoins, des solutions qui s'appuient sur les technologies qui auront été expérimentées dans Prism. Donc la plateforme, elle apporte aussi toute la compétence des experts, le savoir-faire pour accompagner que ce soit les utilisateurs ou les fournisseurs de technologies dans la compréhension et l'application des solutions. Donc voilà, cette mise en relation, cette notion d'écosystème, elle est aussi importante. Alors, excusez-moi, juste revenir un cran en arrière. Je disais donc, toutes les entreprises peuvent s'adresser à la TEF, qu'elles soient donc en France ou en Europe. Le point qui est noté ici et qui est à retenir, c'est que pour les PME françaises, le projet cofinance les services et donc le coût d'accès à un service pour une PME est de l'ordre de 25% du coût total du service. Donc d'un point de vue financier, économique, c'est un dispositif qui est intéressant et qui doit lever certains freins dans le fait de passer les premières étapes d'évaluation d'une technologie. Et donc, peut-être le dernier slide pour résumer peut-être un petit peu le positionnement de ces deux dispositifs l'un par rapport à l'autre. On a vu donc le DIH Paris-Saclay qui couvre globalement les technologies numériques,
qui va être là plutôt pour vous aider, vous accompagner dans le diagnostic, la compréhension et vous orienter vers ou définir les étapes et vous orienter ensuite vers d'autres dispositifs si vous souhaitez aller un peu plus loin dans l'évaluation. Et c'est là où la TEF et Animators peut prendre le relais pour réaliser des preuves de concept, expérimenter les technologies. Donc voilà, ces deux dispositifs sont très complémentaires. Et donc, j'en ai terminé avec la troisième partie. Et donc, on a une quatrième partie où ce qu'on vous propose, c'est de vous donner quelques exemples de services de la TEF et Animators, voilà, qui compléteront les explications qu'on vient de vous donner. Donc, je laisse la parole à mon collègue Gerold. Oui, donc merci Clarisse. Bonjour, madame, messieurs. Donc, je m'appelle Gerold Schropfer et je suis responsable de la plateforme Prism. Et voilà, j'ai le plaisir maintenant de terminer la présentation, conclure et de vous montrer quelques exemples concrets. Donc, sur la prochaine page, vous voyez le domaine d'application et pour chaque application que Clarisse a vous déjà expliqué, on montre un ou deux des exemples. Donc, on commence avec l'interaction homme-robot et l'exemple qu'on a choisi, c'est un jumeau numérique, hein, donc une représentation d'un opérateur digital qui peuvent simuler son activité et détecter des postures maladroites ou dangereuses. Hein. Donc, la morphologie de l'opérateur est modélisée par le jumeau numérique. Hein. Et ça permet de mettre en évidence des régions de sont des risques comme Lombardaire et autres. Hein. Et les résultats qui sont attendus de ce service, de cette simulation, sont les recommandations pour optimiser l'ergonomie du poste de travail. Hein. Donc, la méthodologie qu'on utilise, c'est un environnement de modélisation hein, qui permet de développer un prototype du jumeau numérique et la cible sont les entreprises qui sont intéressées soit à l'optimisation de conditions de travail ou aussi à l'évaluation de sécurité d'un poste de travail cobotique. Hein. Le deuxième exemple sur la page suivante, ça concerne l'optimisation dans l'usine. Et sur la page suivante, donc c'est la simulation de planification et de suivi de processus. Hein, donc, et là aussi, Gérald, on ne vous entend plus, vous avez coupé votre micro. voilà, je suis là, n'est-ce pas, ça marche? Vous pouvez bien Parfait. attendre. OK, très bien. Désolé. Donc, le deuxième exemple, c'est l'utilisation de la simulation pour la planification et le suivi de processus. Hein. Donc, ici, on utilise un niveau d'abstraction fonctionnelle, donc une description pour simplifier mathématique, hein, pour simuler optimiser la planification des processus et la orchestration des tâches dans des usines, dans les processus. Hein. Et le résultat attendu, c'est bien l'optimisation et de la conception des lignes, d'augmenter la disponibilité ou aussi d'optimisation, simplement la distribution des tâches. Hein. Et la méthodologie, c'est encore un environnement de simulation, de modélisation. On collecte des données d'entrée et on utilise un prototype de jumeau numérique, une représentation fonctionnelle du processus. Et l'idée est de démontrer des avantages de cette méthodologie pour un contexte important pour les clients. Donc, les cibles, c'est surtout des fabricants qui sont intéressés par l'optimisation et suivi de leur processus de production. L'exemple suivant, il y a deux, ça concerne l'économie circulaire. Hein. Donc, sur la prochaine page, vous voyez un premier exemple d'assemblage automatique. Hein.
Donc là, c'est un système que Clarisse a déjà montré, un robot avec une arme et en combinant le bras et des outils qui sont interchangeables avec des capteurs 3D, on arrive à avoir un système hautement intégré, hein, qui on peut programmer assez intuitivement, donc facilement, et qu'on peut déployer à des scénarios différents, hein. Donc ici, on utilise bien une cellule robotisée qui est mise sur place, qui est mise à disposition, hein, et les résultats attendus sont la performance du système qu'on peut évaluer selon les critères d'importance, de choix, vitesse, précision, efficacité et les autres, hein. Et les cibles sont soit les fournisseurs de robots ou des utilisateurs industriels, hein, qui peuvent, selon leurs besoins, utiliser, tester cette cellule. Sur la page suivante, on a un autre exemple, c'est la fabrication additive, hein, donc la fabrication par couche, hein, et nous avons une technologie spécifique qui s'appelle VAM, donc c'est un procédé par arc électrique, soudage, si on veut, qui est bien adapté pour fabriquer des pièces métalliques assez lourdes, d'une grande taille, jusqu'à 1 mètre ou plus. Donc, on utilise aussi cet équipement aux technologies-là avec des outils numériques, hein, pour optimiser les paramètres du process ou pilotage de robots et vérification de qualité de produits et de pièces qui fabriqués. Donc, ça permet de construire des prototypes ou mettre aussi des petites séries, même de production en volume en place, hein, et cibles sont les utilisateurs industriels pour se préparer à une éventuelle production avec cette nouvelle technologie. Donc, je avance sur la dernière domaine d'application, donc autre technologie émergente. Et là, c'est un cas un peu plus générique. Donc, aide à la décision. Donc, on peut tester des algorithmes d'IA différents pour la aide à la prise de décision, hein. On a deux types de données, soit des données d'une base existante ou des données qui sont fournies en temps réel par une lieu de production ou des autres équipements comme des équipements de mesure, hein. Et les résultats permettent à un système ou un robot de prendre ou aider de prendre une décision et d'agir dans une situation donnée, hein. Donc, la méthodologie ici est de sélectionner des différents algorithmes adaptés et avec la présentation, l'instruction, vous avez compris, il y a une riche expérience au sein des listes dans ce domaine-là, hein, et de collecter aussi des données nécessaires à la construction de modèles. Donc, le modèle est que assez bon si les données sont adaptées et de qualité, hein. Et ici aussi, comme souvent, on a deux types de cibles. C'est soit l'utilisateur final des machines ou des fournisseurs avec qui on aime aussi bien collaborer pour des cas spécifiques d'utilisation. Et avec ce dernier exemple, on passe sur la dernière page, qui liste ici donc Clarisse Potvin en tant que coordinatrice du nœud français, Christophe Leroux qui est le responsable au sein de COA-List du EDH Paris-Saclay et moi-même pour la plateforme Prism avec nos mails pour nous contacter et en cas de besoin, en cas de questions. Donc, c'est avec plaisir qu'on va revenir vers vous pour en discuter votre cas d'utilisation. Et je ne sais pas si c'est à moi, mais je vais déjà remercier de votre attention et de donner la parole à, je sais pas, à Rémi ou pour conclure. Oui, alors sans conclure, je vois il y a eu quelques remarques ou quelques questions dans le fil. Je vois un phlev.fr qui a fait une remarque sur la accélérer l'usage de l'IA générative. Et comme la DGE, la Direction générale des entreprises, est à cette réunion, je vais laisser Bettina ou Michael répondre. Et puis, s'agissant des services que vous venez de présenter, Gérold, il y avait une question qui vient d'être posée tout en bas du chat.
et donc qui était est-ce que ces cas d'usage sont des présentations de services ou de vrais développements pour les entreprises? Alors, il me semble que vous avez répondu à la question, mais je vais quand même vous laisser répondre. Merci. Oui, donc je peux répondre et après Clarisse peut me compléter. Donc c'est des services, donc c'est des développements, c'est pas de grands projets de développement, hein. Donc c'est des services d'une taille, je dirais, moyenne, de tests et d'expérimentation, hein. Donc pour moi, je vois ça comme une première phase et après, si c'est des grands développements, c'est plutôt dans des projets autres qu'il faut le développer. Donc c'est un premier test et expérimentation. Je ne sais pas si Claire, si tu veux ajouter pour préciser C'est ça, peut-être. c'est ce que tu as dit, c'est qu'effectivement, les services s'appuient sur des, des solutions qui ont déjà été développées, qui ont été rendues un petit peu génériques pour montrer l'usage qu'on peut en faire et qui sont facilement paramétrables, adaptables à un besoin spécifique. Donc le service va proposer ça, c'est-à-dire de pouvoir s'approcher le plus possible du contexte d'un industriel pour lui montrer ce que la technologie peut apporter. Merci. Alors, c'est donc Philippe Lévesque qui parlait de cette AAP IA générative. Donc, je ne sais pas si Bettina ou Michael, vous pouvez prendre le sujet. Merci. Alors, Bettina a mis en marche son micro, mais on ne l'entend pas, en fait. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions suite à ces présentations? Alors, je vois une question d'Emmanuel Gaudin. Donc, si on n'est pas directement utilisateur potentiel de la plateforme, mais techno-provider, étant donné que votre plateforme fait un peu de tout, comment peut-on collaborer? Donc, je relis la question dans le chat. Oui, alors, ce qu'on indiquait, c'est que à travers les différentes modalités d'accès à Prism, et notamment les services de la TEF, il est possible pour un techno-provider de solliciter un service du catalogue de la TEF. Alors, on n'a pas mentionné, mais l'offre, elle est aussi accessible à travers le site du projet, donc on pourra le rajouter aussi dans les slides. Donc, un techno-provider peut tout à fait solliciter un service de la TEF et avoir accès de cette manière aux technologies. Ce n'est pas du tout réservé aux industriels utilisateurs. Est-ce que Alors, nouvelle question d'Antoine Kuznas. Bonjour, avez-vous des techno-usages qui utilisent de l'audio, système de com, analyse de data audio en temps réel pour une usine ou autre? Alors, oui, il y a des technologies pour exploiter donc l'audio et la data dans ce domaine-là. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas encore forcément formalisé dans le catalogue de l'offre. Par contre, s'il y avait ce type de besoin, c'est bien de pouvoir en discuter. Donc, n'hésitez surtout pas à nous recontacter et on vous mettra en relation avec les experts qui portent ces technologies au CEA. Bon, je ne vois pas d'autres questions venir. Je vais peut-être laisser Jean-Marie Danjou ou Jean-Noël Patillon conclure. Il est Écoutez, 17h04. il me reste à vous remercier tous. Vous avez été très nombreux puisqu'on était près d'une centaine à ce webinaire. C'était extrêmement riche et je remercie énormément tous nos collègues de CEA List, Jean-Noël et ses collègues, en particulier Clarisse, en particulier
Gerold, pardon. Et surtout, le but de tout ça, c'est de partager l'information, que ça puisse profiter au maximum d'industriels offreurs de solutions ou utilisateurs. Donc, n'hésitez pas à reposer des questions. S'il y a des réponses qui n'ont pas été complétées, elles pourront l'être par écrit. Et surtout, garder le contact avec tous les intervenants de façon à bénéficier au maximum de tout ça. Le but, c'est que ça puisse diffuser au maximum et vous être utile à tous. Donc, on espère que ce webinaire y aura contribué. On remercie encore une fois les intervenants, tous les participants, nos amis de la DGE en particulier qui étaient là. Et on souhaite le meilleur développement à l'IA dans le manufacturing pour les mois et les années à venir. On va continuer à y contribuer tous ensemble. Merci à tous. Je ne sais pas si Jean-Noël, tu veux ajouter. Sinon, je pense qu'effectivement, l'essentiel a été dit. Je pense qu'après, il faut ne pas hésiter de contacter Clarisse ou Gerold si il y a des questions ou si justement vous voulez mieux appréhender les services qui peuvent être déployés, que ce soit dans le cadre de la TEF très spécifiquement sur l'IA ou que ce soit dans le cadre du DIH. Alors là, ça s'adresse beaucoup plus sur les PME. ETI, mais donc dans lequel effectivement un certain nombre de services peuvent être fournis pour aider à monter en puissance pour numériser ces activités. Donc il ne faut pas hésiter à les contacter. Super, merci beaucoup Jean-Noël, merci à tous encore une fois et très bonne fin d'après-midi et bonne fin de mois d'août à tous. À bientôt. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.